On termine ce Lex Inside avec un sujet qui risque de changer profondément les pratiques RH, la transparence salariale. En effet, avec la nouvelle directive, les obligations se renforcent et les risques de contentieux pourraient exploser. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Sophie Dechaumet, avocate associée chez Winston Strawn. Sophie Dechaumet, bonjour. Bonjour Arnaud. On va parler ensemble de la directive sur la transparence salariale et de ses conséquences sur les RH. Mais tout d'abord, un mot sur cette directive. Pouvez-vous nous présenter son contenu ? Avec plaisir. La directive européenne du 10 mai 2023, elle a un objectif très simple, c'est réduire les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Parce que malgré un cadre juridique existant et solide, ce n'est pas un principe nouveau, notamment en France, à la sortie de la crise sanitaire, l'Union européenne a fait le constat qu'il existait un écart moyen de rémunération de 13% en Europe, et parfois beaucoup plus dans certains pays. La France, notamment, on est relativement mauvais élève, puisqu'on atteignait 22%. Et donc, ça montre vraiment qu'il y a, même si le principe existe, il y a des réelles difficultés d'application. Et en réalité, l'idée de ce texte, c'est vraiment de transformer un principe qui est encore abstrait en un mécanisme véritablement opposable et sanctionnable. Pour le rendre concret dans les entreprises. Absolument, absolument. Et donc, l'entreprise a plusieurs obligations et à tous les niveaux de l'exécution du contrat de travail. Donc, concrètement, en premier lieu, très en amont, au niveau du recrutement, dans l'offre d'emploi, D'accord. Dorénavant, l'entreprise doit communiquer la fourchette de rémunération avec un minimum et un maximum. Et par ailleurs, elle ne doit pas demander au candidat sa rémunération précédente et antérieure, ce qui est pourtant une pratique très courante, notamment en France. Ça, c'est extrêmement important parce que ça Absolument. va changer les choses. Absolument. Par ailleurs, en second lieu, pendant la relation de travail, le salarié pourra obtenir la communication des critères objectifs qui sont utilisés pour définir la rémunération. Donc ça, c'est pareil, un changement majeur. Il pourra également obtenir le salaire moyen de la catégorie de travailleurs à laquelle il appartient, puisque en réalité, on va se poser la question de la moyenne de ses collègues qui effectuent un travail de même valeur. Le travail de même valeur est vraiment une notion importante, ventilée par sexe évidemment, et également les règles de progression salariale. Parce qu'évidemment, s'il y a des écarts importants pour un même type de poste, le salarié pourra revendiquer un alignement sur les mêmes salariés. Absolument. Et enfin, on a au niveau reporting, vous savez, l'index égalité qui va être renforcé, beaucoup plus durci avec 7 indicateurs. Et vous avez également une obligation de correction. C'est-à-dire que si il y a un écart significatif de plus de 5% qui subsiste et qu'on n'arrive pas à le justifier par des critères objectifs, à ce moment-là, l'employeur doit conduire une analyse conjointe avec le CSE. Donc là, on fait rentrer les IRP et il doit mettre en œuvre des mesures correctrices. Donc il y a vraiment un changement majeur. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire trouver un certain nombre d'éléments qui vont pouvoir réduire, avec des critères toujours objectifs, vérifiables. Réduire les écarts. Exactement, réduire les écarts. On va s'intéresser aux impacts. On voit que les obligations sont importantes. Quels sont les impacts dans les entreprises de cette réforme avec ce texte ? Alors, ils sont nombreux. Moi, je dirais qu'il y aura des impacts organisationnels, il va y avoir des impacts financiers très lourds et des impacts culturels. Premièrement, les impacts organisationnels, il faut bien avoir en tête qu'il faut construire en urgence ces fameuses catégories de travailleurs. Pourquoi c'est important ? C'est important parce que, en fait, c'est elles qui vont servir de cadre de comparaison des rémunérations. Et donc, on a un travail absolument, c'est un chantier colossal sur lequel nous, on travaille avec nos clients maintenant depuis de nombreux mois. Parce que j'en profite pour rappeler que même si la loi de transposition n'a toujours pas été présentée, ce qui est quand même une aberration, à partir du 7 juin prochain, c'est-à-dire la date limite de transposition, les dispositions qui sont suffisamment claires, précises, etc., de cette directive, elles vont être d'applicabilité directe. Donc c'est quasiment demain, donc il faut s'y mettre tout de suite. Exactement, donc il y a vraiment un caractère d'urgence. Ensuite, sur les impacts financiers, il va falloir régulariser les écarts. Et les écarts, ils peuvent être évidemment régularisés de manière rétroactive, notamment sur les 3 dernières années. Donc ça peut vraiment être un coût significatif pour les entreprises. Et je dirais également culturel, et ça c'est très important aussi, parce qu'il faut vraiment que les politiques deviennent plus cohérentes,
plus explicable. Et Ça veut dire quoi, une politique cohérente? en fait, si vous voulez, le problème, c'est qu'en France, l'argent, c'est encore un sujet tabou, hein. Alors, moins avec les jeunes générations, mais on sent bien que c'est un peu tabou. Et donc, en réalité, cette transparence, elle a des très bons, cette obligation de transparence, elle a des bons côtés qui sont évidemment la visibilité, la confiance, etc. Mais d'un autre côté, ça peut vraiment générer au niveau des salariés des attentes, des frustrations, un manque de motivation. Il va se rendre compte qu'en fait, son voisin est bien mieux payé que lui, alors qu'ils sont finalement dans une situation comparable. Donc, ça peut générer une baisse de motivation et finalement, ça peut impacter le climat social. Donc, je pense que c'est vraiment des points très importants à prendre en compte. Alors, avec ce contexte que vous venez de décrire, est-ce qu'on peut s'attendre à une explosion des contentieux en matière d'égalité de traitement ou d'égalité salariale dans les prochaines années? Je pense que oui. Je pense qu'on va avoir affaire non seulement à une évolution, enfin une augmentation des contentieux, certainement, et par ailleurs, je pense une évolution de la nature des contentieux. Je m'explique. Sur l'augmentation, jusqu'à présent, en réalité, l'inégalité salariale, elle est assez difficilement démontrable. On a des cas un peu spécifiques, notamment sur des contentieux un peu à risque avec des salariés protégés qui, clairement, n'ont pas eu la même carrière que leurs collègues en raison peut-être de leur mandat, je ne sais pas, mais en tout cas de ce statut de salarié protégé. Donc c'est dans des vraiment contentieux spécifiques. Mais ce qui est sûr, c'est que maintenant, actuellement, on n'a presque pas de données comparatives. Maintenant, les salariés vont avoir absolument tous les éléments, des éléments précis, des éléments chiffrés. Et donc, évidemment, ça va rendre en fait ce contentieux opérant. Et donc, on a actuellement des chefs de demande que je dis quasi systématiques dans tous les contentieux. Maintenant, on soulève l'inopposabilité ou la nullité du forfait jour. On a des rappels d'heures supplémentaires, des dommages et intérêts pour harcèlement moral. Et maintenant, on aura pour moi des demandes quasi systématiques sur l'inégalité salariale. Elles vont donc se multiplier puisque en fait, le salarié pourra constater qu'il est en deçà de sa catégorie de travail. Concrètement, le salarié, il fera comment pour réunir les preuves d'une inégalité de traitement? Alors, il a beaucoup de preuves maintenant, le salarié, parce qu'il a déjà ce droit d'accès individuel. C'est-à-dire qu'il peut faire la demande à son employeur d'obtenir toutes les informations sur sa situation par rapport à sa rémunération, ce qui est vraiment nouveau, et sur le salaire moyen de sa catégorie. Donc, l'employeur a l'obligation de lui répondre dans les 2 mois. Vous imaginez dans les groupes, vous avez des milliers de salariés, si tous les salariés... Il va falloir gérer toutes ces demandes. Ah bah oui, parce qu'effectivement, on peut avoir un nombre de demandes significatif. Le deuxième levier, c'est la transparence interne qui va être obligatoire. Donc, en réalité, ça va rendre visibles les critères objectifs qui ont été utilisés pour déterminer les rémunérations, également tout ce qui est progression salariale. Enfin, on a le cadre probatoire, parce que le principe, c'est quoi? C'est que le salarié, il doit apporter des éléments qui laissent supposer une inégalité. Mais si l'employeur manque à ses obligations d'information et de transparence, à ce moment-là, la charge de la preuve, c'est un peu comme les heures supplémentaires, elle est renversée. Et donc, l'employeur, il va devoir démontrer qu'en fait, l'écart, il est objectivement justifié, ce qui est extrêmement difficile. Et donc, ce glissement probatoire, il est déterminant parce que il va falloir vraiment accompagner les entreprises dans cette documentation pour justifier tous ces écarts. Et puis aussi, on a toujours, bon ça, on l'a déjà, c'est un outil qu'on utilise, mais les injonctions de communiquer. C'est-à-dire, dans le cadre du débat judiciaire, vous pouvez tout à fait demander au juge prud'homal d'ordonner la communication d'un certain nombre d'éléments, les bulletins de paie, les contrats de travail, les avenants, etc. On va conclure là-dessus. Merci Sophie de Chaumet. Je rappelle que vous êtes avocate associée chez Winston & Strawn. Merci beaucoup Arnaud. C'est la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. Restez curieux et informés. À demain sur Be Smart for Change.